Voilà, c'est parti. Merci. Bonjour à tous, merci d'assister à ce Flash Talk. Donc moi je suis Laura Figel, je suis ingénieure de recherche dans l'UMR Silva et plus particulièrement sur la plateforme Silvatech. Donc je vais faire une présentation un peu différente de d'habitude puisque je vais me présenter, que je suis nouvelle arrivante depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Et puis je vais présenter aussi mes principales missions dans Silvatech. Donc, rapidement, hein, je vais passer sur mon parcours. Moi, je suis un pur produit de la fac, hein. Donc, j'ai fait une licence sciences du vivant, suivie d'un master en biotechnologie à la FST à Nancy. Pendant mon master, j'ai eu l'occasion de faire un semestre en Erasmus en Finlande, à Aalto. Et pendant ces 5 ans, j'ai aussi fait ce qu'on appelle le CMI, le cursus master en ingénierie. C'est un cursus en 5 ans qui permet d'acquérir toutes les compétences et connaissances des techniques de l'ingénierie. Ensuite, j'ai fait mon doctorat en sciences de la vie à l'Université de Lorraine. Et puis mon postdoc au LERMAB, et me voilà ici depuis le 1er octobre en tant qu'ingénieur de recherche sur la plateforme Silvatech. Du coup, au niveau de mes activités de recherche, hein, j'ai un peu remis ce que j'ai fait pendant mon doctorat. Donc, je vais passer assez rapidement dessus. Moi, j'ai travaillé enfin, j'ai fait une thèse CIFRE avec Saint-Gobain-PAM et le LCPME, Laboratoire Chimie, Physique, Microbiologie pour les matériaux et l'environnement. Donc, c'est à Vendeuvre. Du coup, j'ai étudié la biocorrosion des canalisations en fonte de Saint-Gobain-PAM. En fait, Saint-Gobain-Pam, ils avaient des problèmes de corrosion au niveau de la face externe de leur canalisation, donc la face qui est en contact avec les sols. Et du coup, ils se demandaient si ces grosses perforations qu'on peut voir sur cette image étaient liées à la présence de micro-organismes dans le sol, naturellement présents dans le sol. Donc, pour répondre à cette question, j'ai fait pas mal d'expériences en conditions anoxiques, du coup, sans oxygène, avec des cultures issues de différents groupes métaboliques, des IRB, des bactéries ferriréductrices, des sulfatoréductrices et des nitrates réductrices en mélange et également avec des suspensions de sol. Et du coup, pendant mon doctorat, eh bien, j'ai eu l'occasion d'utiliser pas mal de techniques différentes, hein, vu que c'est un sujet pluridisciplinaire, avec notamment le suivi de l'état de la surface de la fonte brute, mais aussi de ses revêtements en utilisant du Raman, du DRX, mais également de la microscopie électronique à balayage. J'ai également suivi tout ce qui était métabolite microbien. Donc, qu'est-ce qui se passait euh, quand les bactéries étaient en contact avec la fonte en faisant des dosages colorimétriques de l'ICP. Et naturellement, j'ai suivi eh bien aussi la croissance microbienne, notamment grâce à la microscopie optique, à de l'épifluo et encore une fois grâce aussi à la microscopie électronique balayage. Donc ça me permettait de comprendre ce qui se passait. Donc voilà, moi j'ai enfin, je suis à l'interface vraiment micro-organismes et matériaux j'ai développé pas mal de compétences multitechniques. Et du coup, je suis passée du fer et vers le bois pendant mon postdoc au LERMAB. Pendant ce postdoctorat, j'ai étudié les bâtiments du futur et plus particulièrement le développement de structures écologiques à architecture contrôlée à base de mycélium, c'est-à-dire les mycocomposites. Pourquoi ils s'intéressent à cette problématique au LERMAB? C'est parce que vous le savez peut-être probablement, mais 23% des émissions de CO2 sont liées au secteur du bâtiment. Donc, il y a besoin de solutions d'isolation durable, locale et compostable, hein. C'est assez évident. Et du coup, la solution proposée par le projet auquel j'étais rattachée, c'est d'utiliser, comme je l'ai dit, les mycocomposites. Je vais revenir après dessus, mais les mycocomposites, rapidement, c'est un mélange mycélium-bois. Et donc, c'est un procédé qui est à faible consommation énergétique et on obtient un matériau léger, mais aussi compostable. Donc, c'est très, très intéressant pour l'utilisation dans l'isolation. Donc, les mycocomposites, comme je le dis, c'est un mélange de biomasse lignocellulosique. Dans mon cas, j'utilisais des produits, des déchets d'usinage issus d'usinage qui étaient faits au Lermam, hein. C'était vraiment des déchets d'usinage brut.
on mélangeait avec du champignon, et plus particulièrement Trametes versicolor, qui est un champignon de notre région, qui est très connu et très étudié en laboratoire. Et on utilise en fait le mycélium du champignon, c'est-à-dire la partie ici végétative du champignon, et c'est facile à produire. On mélange donc cette biomasse, ce mycélium, et pendant un mois, on laisse en incubation, et au bout de ce mois d'incubation, on tue le champignon et on obtient ce type ici de matériaux. Et en fait, le mycélium que l'on voit ici sur l'image MEB en blanc, c'est ça qui lie les particules entre elles, hein, on le voit bien, qui lie les particules de bois entre elles. Donc c'est un matériau 100% bio, donc très intéressant pour l'avenir. Donc l'objectif de mon postdoc, c'était de concevoir plusieurs formulations de mycocomposites. Et pour cela, il fallait améliorer la colonisation fongique. Pour cela, on avait utilisé un pré-traitement de la biomasse par explosion à la vapeur. On a aussi fait varier la granulométrie de la biomasse, donc c'est-à-dire utiliser différents types de déchets d'usinage. Et j'ai également mené des expériences pour déterminer la combinaison champignon-biomasse optimale pour avoir de meilleures propriétés isolantes. Et enfin, il y avait toute une partie aussi sur le comportement au feu des mycocomposites, vu que ces mycocomposites dans ce projet étaient destinés à de l'isolation. Donc, c'est très important d'avoir un comportement au feu qui se tient, quoi. Du coup, bah là, je vais passer un peu chaque point rapidement pour vous montrer les principales conclusions qui ont été établies à la fin de mon postdoc. Donc, concernant l'impact du pré-traitement de la biomasse sur la colonisation fongique, donc comme je dis, on a utilisé l'explosion à la vapeur. Là, il y a un tout petit schéma. En fait, c'est une grosse cocotte minute, hein, tout simplement. Et on fait varier la température et la pression. Et pour cela, on calcule un coefficient de sévérité. Donc ici, j'ai remis des images de différentes particules qui ont été explosées à la vapeur avec différents coefficients de sévérité. Et plus on descend, plus la sévérité est élevée. Et on a remarqué que l'explosion à la vapeur permettait la relocalisation de la lignine en surface des particules. Comme on peut voir, c'est des petits points ici que l'on voit sur les images MEB. Et ça permettait aussi un défibrage. Donc, c'était plutôt intéressant pour faire après des microcomposites. Donc, que voici. Vous pouvez ici voir sur les premières images les microcomposites qui ont été fabriqués à partir de la biomasse ici exposée à la vapeur, donc mélangée avec Trametes versicolor. Et on a remarqué qu'en fait, la colonisation fongique et la structure du mycélium variaient en fonction de la sévérité. On a remarqué qu'à des sévérités intermédiaires, on a plus de colonisation fongique, mais également du mycélium, des ifs un peu plus épais. Donc, c'était assez intéressant de voir ces différences par rapport à la sévérité de l'explosion à la vapeur. Et donc, on a fait ici un petit schéma récapitulatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais en gros, on a regardé différentes propriétés. Ici, les propriétés du substrat, la densité, la défibration, euh, là, je vois pas, pardon, la densité du dépôt de lignine en surface. On a également regardé la colonisation des champignons sur le mycocomposite en liant le diamètre des ifs à la colonisation. Et on a aussi regardé les propriétés mécaniques. Donc en fait, on a essayé de lier tous ces paramètres pour voir quelle était la combinaison optimale. Et donc on voit bien que l'optimum est atteint ici dans tes conditions intermédiaires. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais avec un RO de 3,65, ça c'est le coefficient de sévérité de l'explosion à la vapeur. Donc voilà, ça nous a permis de montrer que, eh bien, si on traite la biomasse, on peut avoir des propriétés après sur notre microcomposite qui peuvent être variables. On a voulu aller un peu plus loin en regardant l'impact de la granulométrie de la biomasse sur les propriétés isolantes. Donc pour ça, on a utilisé différents types de particules, des particules standards, des particules issues pardon, de déchets d'usinage fraisage et également des particules issues de déchets d'usinage rabotage.
Donc, en fonction du système d'usinage, forcément, on a des morphologies bien différentes. Ici, c'est la classe de granulométrie en fonction de la taille des particules. Donc, on voit bien qu'on a des pics différents en fonction du type d'usinage. Quand on fabrique les microcomposites, on obtient ce genre de matériaux que vous voyez ici. Ici, j'ai mis les images microscopiques électroniques à balayage pour montrer que le réseau mycélien était différent en fonction de la biomasse utilisée. Et par traitement d'image, on a aussi réussi à estimer le recouvrement mycélium sur les microcomposites. On a bien vu donc que en fonction de la morphologie des particules, on a une colonisation mycélienne qui est différente. Donc maintenant, on s'est demandé qu'est-ce qui se passait au niveau des propriétés thermiques. Donc ici, c'est un graphe qui représente la conductivité thermique en fonction de la masse volumique du matériau. Pour rappel, plus la conductivité thermique est basse et mieux le matériau est isolant. Donc on voit ici en vert tous des isolants commerciaux issus de la littérature. Ici en rouge, c'est les microcomposites issus de la littérature. Et nous, dans cette étude, on s'est mis en bleu là. Et on voit qu'en fonction de la morphologie des particules, on a bon, une masse volumique différente, ça c'est pas très étonnant, hein, mais on a surtout une conductivité thermique qui diffère. Donc en fonction de ce que l'on souhaite, en fait, on peut faire un microcomposite à façon en améliorant les propriétés thermiques et en valorisant certains types de déchets d'usinage. euh, de déchets d'usinage. Ensuite, j'ai rapidement aussi mis tout ce qui est concerné le comportement au feu des microcomposites parce que c'était une grosse partie de mon projet de postdoctorat. Donc ici, c'est le schéma de la manip hein, avec la récupération de déchets d'usinage, fraisage. Hein. On voit ici un robot qui est Olermab à l'Enstib. Donc on a récupéré ces déchets d'usinage. On en a fait des microcomposites sans modifier les déchets d'usinage, soit en imprégnant après la production de microcomposites avec un mélange acide phytique urée, ou soit avant de faire le microcomposite en mixant cette biomasse avec du sel de phytate pour ensuite obtenir un microcomposite. Donc on a utilisé trois formulations différentes. On a utilisé l'acide phytique parce que c'est très connu dans le domaine du feu. C'est un retardateur de feu. Et du coup, c'est en plus écologique. Donc, ça nous permettait d'utiliser quelque chose qui allait vers un système biologique à 100%. Donc ici, j'ai remis les photos des microcomposites en fonction du traitement soit sans traitement, soit avec l'acide phyticuré, soit avec le sel de phytate. On remarquait après la mise au feu une formation une couche de char en surface, donc qui agit en fait comme un isolant thermique. On remarquait aussi des différences en fonction de notre morphologie au niveau des ifs. Et en regardant les résultats au compte calorimètre, donc c'est une manip traditionnellement utilisée pour évaluer le comportement au feu des matériaux. Donc on voyait que quand on traitait le microcomposite, eh bien on avait un meilleur comportement au feu. Et on avait également en noir ici, c'est sans traitement, un comportement au feu bien différent du bois de hêtre standard. Donc, ça nous a conforté enfin, ça nous montre bien que quand on traite, on a une amélioration du comportement au feu des matériaux. Donc, pour conclure de ma recherche postdoctorale, ce projet nous a permis de fabriquer des matériaux simples, locaux, parce qu'on utilisait, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais du hêtre. Hein. C'est un feuillu qu'on trouve dans notre région en grande quantité. Donc, c'était aussi pour ça qu'on a utilisé ce hêtre. Un matériau 100% d'origine biologique, un matériau peu coûteux et aussi peu gourmand en énergie à produire. Hein. On a juste à mélanger de la biomasse issue de déchets d'usinage avec un champignon.
Et on a montré qu'en pré-traitant les particules de bois, on pouvait faire varier la croissance fongique, mais aussi la largeur des ifs, et donc potentiellement faire varier le comportement du matériau, faire varier aussi les propriétés mécaniques, mais également thermiques. Il y a aussi un pan acoustique, donc là, j'ai pas montré les résultats, mais j'ai aussi travaillé sur l'acoustique des panneaux de microcomposites. Donc, on pouvait aussi faire varier en fonction de la granulométrie le résultat au niveau acoustique. Et on a montré qu'on pouvait améliorer les performances anti-incendie grâce au traitement acide phytique urée. Donc, ce postdoc, il a montré que finalement, les microcomposites à base de bois, ils ont du potentiel en tant qu'alternative durable aux isolants conventionnels. Et donc, le point commun de tous ces travaux, ben, c'est que toujours utilisé, que ce soit dans mon doctorat ou mon postdoc, la microscopie comme outil transversal. Ça m'a permis d'expliquer pas mal de choses. Donc, bah là, je vais revenir un peu sur mon poste d'ingénieur de recherche sur Sylvatech. Donc, je rappelais enfin, rapidement les missions qui me sont incombées. Donc, d'abord, bah, service aux communautés de recherche, hein. On est là pour aider au choix de la technique, préparer les échantillons, les protocoles. On a aussi un grand pan sur ben, tout ce qui est développement, donc faire innover, développer des itinéraires méthodaux, etc. Il y a aussi, je développe une expertise avancée en ingénierie en microscopie et gestion du parc d'appareils associés. Et puis, il y a toute la partie formation et accompagnement utilisateur. Donc là, je vais vous montrer deux projets sur lesquels j'ai travaillé depuis que je suis arrivée ici. Je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, hein, mais c'est juste pour vous montrer un peu la diversification des tâches que l'on a. Et puis avant, oui, j'ai voulu aussi montrer un peu bah, notre parc de microscopie électronique avec tout ce qui est préparation d'échantillons. Microscopie, donc avec différents types de MEB, mais aussi différents types de façons de faire des observations. euh, des... Et enfin, on est capable aussi de faire de la micro-analyse. Euh, et au niveau des projets, alors j'ai choisi un projet qu'on a terminé récemment sur l'étude d'un traitement de modification du bois. Donc ici, c'est un projet de Pierre Vachelin, donc un doctorant du LERMAB, qui traite son bois avec un traitement à base d'azote et qui permet en fait de le rendre plus durable. Et donc, il a voulu savoir où est son produit se situer au niveau de ses éprouvettes de hêtre ou de pin. Donc pour cela, on a utilisé l'imagerie. Donc ici, on voit des coupes transversales de hêtre ou de pin sur ces éprouvettes, soit non traitées, soit ici traitées avec son traitement. Et donc, on a remarqué que ça se situait probablement dans les vaisseaux ou bien dans les trachéides. Ensuite, on a voulu un peu chercher un peu plus loin. Donc, on a pour cela utilisé la microanalyse. Donc au niveau du être ici, on voit que le traitement semble être distribué homogènement dans la coupe de bois. En revanche, pour le pain, le résineux, il semblerait que son traitement soit très localisé. Et donc on a voulu regarder ce qui se passait au niveau des structures anatomiques du bois. Donc pour cela, on a fait des analyses sur soit les vaisseaux, soit les rayons ligneux, soit les fibres ou les trachéides, et on a regardé eh bien, combien d'azote il y avait. Enfin, on a estimé, pardon. Du coup, on a remarqué que, par exemple, pour le hêtre, eh bien, dans les fibres, il semblerait qu'il y ait que son produit soit plus présent euh, par rapport aux autres structures anatomiques. Dans le pain, par contre, on n'a pas remarqué de différence flagrante entre les deux structures analysées. Donc voilà, ça lui permet à lui de savoir euh, comment son traitement, enfin où son traitement va. Ensuite, j'ai aussi choisi de montrer un exemple de projet en cours. Donc là, c'est le projet Solwood. On a une stagiaire qui est là actuellement.
Donc, dans ce projet, on cherche à évaluer comment la composition élémentaire des cernes de chêne peut être utilisée comme indicateur biologique de la fertilité chimique des sols. C'est-à-dire, en fait, on essaye de voir si, en fonction du sol sur lequel a poussé l'arbre, eh bien, si on va avoir des variations entre les différents arbres au niveau de l'azote le long de la profil du profil de carotte de chêne. Donc ici, c'est une image illustrative, hein, c'est pas les vrais résultats, mais c'est pour montrer un peu comment on va procéder. On va essayer en fait d'analyser chaque cerne de cette carotte, par exemple, et de voir si on a plus ou moins d'azote en fonction aussi de l'aubier, du duramen, etc. Donc c'est un vrai challenge pour nous, donc ça va être intéressant bah, de mener à bien cette manip-là. Donc, en conclusion de mes missions sur Sylvatech, eh bien, on utilise l'imagerie multi-échelle pour bah, la recherche sur les bois, sur l'arbre, mais également sur les écosystèmes. Donc, on est là pour accompagner, pour concevoir et acquérir, analyser les données. On a des outils opérationnels et on développe de nouvelles approches selon les besoins. Et du coup, bah, ça peut permettre de caractériser des structures, de localiser des éléments chimiques, comme je l'ai montré précédemment, d'avoir des analyses semi-quantitatives, etc. Donc, c'est assez large et diversifié. Donc voilà, bah, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis passée assez rapidement sur ce que j'ai fait en postdoc, donc n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, Didier, Oui, merci Laura pour la présentation, hein, très bien. J'aurais une petite question un petit peu technique sur la partie azote au niveau des cernes. Vous analysez à quelle échelle précisément? Alors du coup, on va essayer de faire des pas de 100 micromètres, donc d'analyser tout le long du profil de la carotte et à des grandissements de 3000 à peu près. D'accord. Ok, donc vous faites complètement abstraction des vaisseaux du bois. Alors du coup, on va se mettre dans une coupe radiale pour ne pas tomber dans les trous des vaisseaux déjà. Et non, non, on va vraiment regarder où on va analyser, où on va faire l'analyse, hein. Oui, oui, d'accord, très bien. Parce que si tu analyses sur des zones très larges, moi, tu dois le savoir. Le problème, c'est que si tu as des trous, ben, les rayons les électrons Mm. pénètrent et les rayons X vont pas ressortir. Et du Oui, coup, oui. ça fausse l'analyse. Bah, c'est pour ça du coup qu'on va se mettre En coupe radiale. en coupe radiale Ouais, et très pas bien. transversale, ouais. Ok. Merci. Mathias. Oui, Laura, merci, hein. Très intéressant. Je me demande, l'IA, c'est dont tout le monde parle de l'IA, en fait. Est-ce que c'est quoi votre l'idée dans cette direction? Est-ce que ça va être vous qui va investir là-dedans, qui va aussi donner un appui aux chercheurs, ou c'est plutôt avec les chercheurs ensemble, vous allez essayer de d'utiliser un peu IA sur les images? Oui, je pense que l'IA, c'est quand même un gros sujet et je pense que c'est nécessaire de le développer. Après, de la façon dont on va développer, là, pas encore. Mais, euh, mais je pense que oui, oui, moi, ça m'intéresse aussi de développer ça parce que bah, ça permettra d'aller quand même plus vite et d'aller plus loin dans le traitement des images. Mm. Ok, merci. D'autres questions? Oui, Oui, mais merci, c'était super intéressant. Euh, pour moi, je reviens avec ma question plus à ce que tu as fait avant. Cet isolant basé sur les HIF là, que vous avez développé, et du coup, vous avez testé différents traitements pour le rendre plus résistant au feu.
Est-ce que vous aviez Oui. aussi regardé si ces différents traitements impactent du coup la façon comment ça se décompose, composte après utilisation? Alors, non, on n'a pas regardé la dégradation après l'avoir traité. Après, dans la littérature, ce traitement est très, très utilisé sur des panneaux, des panneaux traditionnels pour rendre ignifuge, par exemple, des panneaux de chanvre, etc. Et du coup, enfin, de ce que j'avais lu, ça se dégradait plutôt facilement. Mais nous, on n'a pas mené les expériences sur nos microcomposites, non. Ok, ça va. C'est quand Après, même bien. c'est de l'acide phytique urée, c'est quelque chose enfin, de dégradable normalement. Donc, je pense pas que ça pourrait poser de problème, sachant que le microcomposite est constitué de bois et de champignons. Donc, mais on n'a pas fait les manips parce que ça demande une expertise assez poussée pour faire des manips de dégradation. Donc, Hmm. on n'avait pas les compétences. Ok, merci. Thierry, Oui, bonjour Laura, merci pour l'exposé. J'avais une question sur la mise en œuvre de l'isolant à base de microcomposites. Est-ce que c'est des structures autoportantes comme on peut voir dans les isolants plus traditionnels, ou est-ce que c'est comment dire développé à l'intérieur de structures directement et qui sont après mises en œuvre? Alors, C'est quoi là? oui, bah du coup, alors à la base, le projet, oui, c'était effectivement pour développer directement dans des structures et en plus des structures en bois conçues par Stratoconception. Donc c'est la stratoconception, c'est de l'architecture contrôlée et ça permet de faire des formes assez atypiques en bois. En fait, c'est par strates et du coup ils peuvent faire par exemple des ronds. C'est assez particulier. Ça commence à être développé chez les architectes. Et donc, dans ce projet, on cherchait vraiment à intégrer les microcomposites dans ces structures, euh, parce que les microcomposites peuvent se mettre comment dire, dans des endroits peu accessibles à d'autres isolants traditionnels. Et du coup, j'avais fait des tests dans ce sens-là, donc en développant directement mes structures dans du bois, dans des parois en bois. Mais bah, on pouvait s'y attendre, le mycélium détériorait ces parois en bois. Du coup, ça a été un peu plus compliqué. Donc, on est passé à des microcomposites comme on peut voir dans le commerce en cube, quoi. Enfin, comment dire, directement prêt à l'emploi pour pouvoir mener tous les tests là. Mais il y a toute une partie qui reste à optimiser à ce niveau-là pour pouvoir mettre directement dans les parois le microcomposite. Mais bon, comme c'est du bois et qu'on met du champignon, même si on le tue à la fin, et ben si on le met directement dans les parois, même un mois, il peut, pendant un mois, il se développe et il peut consommer ses parois, dégrader ses parois, pardon. Donc c'était un vrai challenge on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout d'ailleurs. D'accord, merci. encore une question de... Bon, apparemment, non. Merci beaucoup, Laura, c'est super. Merci. Bienvenue dans Siva, si ça fait 6 mois que tu es là. Oui, merci beaucoup. Bon, bah, bon après-midi à tous. Merci, bon Merci. après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Oui, merci encore et bienvenue. Merci. À bientôt.